Transport scolaire ou encore acheminement de fret, difficile de se déplacer actuellement dans les communes de l'intérieur compte tenu de la dépendance aux voies fluviales. La sécheresse vient compliquer une situation qu'il était bien évidemment déjà auparavant. Rien de nouveau malheureusement et c'est bien ça le problème. L'enclavement d'une partie de la Guyane est un sujet qui revient année après année avec toujours le même état de fait. Les déplacements sont compliqués, ils sont encore plus dès lors que par exemple le niveau des fleuves baisse comme en ce moment ou encore quand surviennent des difficultés au niveau du transport aérien comme l'an dernier avec la liquidation d'Air Guyane. L'enclavement est un confinement physique, psychique et psychologique permanent qui nous empêche d'imaginer librement demain. La phrase que je viens de citer est écrite en introduction d'un long document dont on va parler ce matin. Le projet Apache pour une Guyane totalement désenclavée. Son objectif, proposer une vision globale avec plusieurs solutions proposées. Pour en parler, Aldo Neyman est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour la Guyane. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aldo Neyman, vous êtes membre du collectif Apache. Bienvenue sur Radio Pays pour répondre à nos questions. Déjà, ce rapport, ce projet, très long projet d'ailleurs, 180 pages, vous revenez longuement sur les conséquences actuelles de l'enclavement. Vous faites aussi plusieurs propositions pour que la Guyane puisse avoir un vrai réseau routier à l'échelle de tout le territoire. Évidemment, on va en parler ce matin. Les impacts positifs que cela pourrait avoir également dans tous les domaines, en vie chère, services publics, santé, création d'emplois. Ce projet Aldo Neyman, dans cette version-là, son objectif principal déjà, c'est quoi ? De pouvoir avoir un condensé d'informations facile à lire, tout le monde peut le comprendre assez facilement, ce projet-là, et de pouvoir dire, voilà ce qui se passe en Guyane et voilà ce qu'on veut. Exactement. Dès ça m'a parlé au dit en fait oui. Mais ce qu'on a cherché surtout à faire, c'est démontrer également qu'est-ce qui fait que des jeunes personnes du Maroni qui se considèrent pleinement légitimes sur leur territoire, c'est-à-dire que ce territoire, c'est du Maroni jusqu'à l'Oyapock, c'est de l'Atlantique jusqu'au Tumukimak, c'est ça la Guyane. Qu'est-ce qui fait qu'en 2024, le combat a commencé en 2022, qu'est-ce qui fait que la Guyane ne peut pas se rencontrer ? On peut pas commercer les uns avec les autres, on peut pas se déplacer, des gens meurent encore, des étudiants sont obligés d'avoir 2, 3, 4 semaines, parfois même 6 semaines sans école sur le territoire. Ouais. Et c'est ça qui nous a poussé à nous lancer dans ce combat. Et ce combat, c'était de dire, il faut que justice soit faite. Justice soit faite, bien sûr, pour les zones enclavées, mais que justice soit faite pour l'ensemble des enfants, des fils et des filles de ce territoire. Et effectivement, quand on prend ces 180 pages, puisqu'on a retravaillé la correction il y a encore 24 heures, 48 heures à peu près, c'est de clairement dire qu'on veut que quiconque puisse se positionner. Oui. Quelqu'un ne va peut-être pas forcément se retrouver dans l'ensemble des 180 pages, mais va pouvoir se dire, tiens, moi, par exemple, les itinéraires ou la topologie ou la vie chère, la santé, les technologies vertes, on se retrouve forcément. Et il y a autre chose qu'on tient à dire, c'est que ce document s'adresse à la Guyane, c'est-à-dire élus, chefs d'entreprise, collectifs, syndicats. Il s'adresse aussi au peuple de la Guyane, mais ce document s'adresse également à ceux qui ne nous connaissent pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on est dirigé depuis Paris, mais qu'on le veuille ou pas, c'est pas parce que ça fait 300, 400, 500 ans qu'on est dirigé depuis Paris de manière continue que Paris connaît la Guyane. Et ce document a l'ambition de dire, nous voulons vous démontrer que voilà, la Guyane c'est ça, et les impossibilités que vous voyez, nous vous proposons une solution ou même 2 ou 3 solutions face à chaque impossibilité. Et la Guyane est capable d'imaginer finalement son propre projet. Vous avez parlé des réunions, des rencontres à Paris ces dernières semaines. Évidemment, on y reviendra. Mais voilà, arriver finalement devant vos interlocuteurs avec un projet bien ficelé et encore une fois facile à lire, est-ce que vous sentez du coup qu'on vous regarde un petit peu différemment, on n'entend pas parler comme ça de manière un petit peu floue et abstraite de désenclavement. Ça c'est sûr. Alors pour ne pas le citer, monsieur le ministre du Transport, il a été impressionné parce que vous savez quand vous arrivez devant dans les ministères, et heureusement qu'on a travaillé avec nos propres élus, on les a valorisés, on les a pris au sérieux. Donc quand on arrive là-bas, on n'est pas impressionné, on est prêt. Et quand on arrive, un ministre qui vous prend au sérieux, la moindre des choses, c'est que vous verrez des éléments. On a vu une carte de la Guyane, un dossier. Et puis quand on arrive, Philippe Descamps, qui est le président du collectif Apache, dit Monsieur le ministre, nous voulons vous remettre ce document.
Il l'a pas encore ouvert, mais il doit se dire, bon, peut-être il y a plein de jaguars, des aras et tout. Et puis au moment où il fête, il nous dit la phrase suivante, eh ben moi je suis venu avec une goutte et vous débarquez devant moi avec un océan. Oui. Mais en fait, c'est la fierté guyanaise qui est là. Et ça, notre fierté aussi, c'est de dire, souvent on s'est plaint, pourquoi ils nous ont donné ça? Mais en fait, de manière équilibrée, on devrait se demander, mais qu'est-ce que nous on a proposé? Ont-ils refusé ce qu'on a proposé contre ce qu'ils avaient pour nous? Bien souvent, si on est honnête, ce n'est pas le cas. On a attendu que ça vienne vers nous. Et là, concernant le désenclavement, c'est la première fois qu'un collectif qui a travaillé en Guyane avec la Guyane peut présenter un projet qu'on appelle justement le projet Apache, puisque c'est sous le nom Apache que toutes ces réunions se sont faites, en toute transparence, en toute ouverture. Oui, c'est le résultat de toutes les réunions, les copiles aussi également qu'il y a eu depuis ces derniers mois. Et notre plus grand regret dans tout cela, c'est de ne pas avoir pu travailler physiquement à Saül. Et on le dit et on veut juste dire à la Guyane, on n'oublie pas ça. Nous voulons vraiment travailler un jour avec la Guyane sur Saül et si possible cette année encore ou au début d'année prochaine marcher vers Saül. Sur votre démarche, Aldo Neyman, au sein du collectif Apache, est-ce que c'était volontaire de votre part de présenter un projet aussi ambitieux? C'est vrai que quand on le lit, on se dit ce serait quand même incroyable d'avoir ça. On reviendra encore une fois sur les solutions que vous avancez. Est-ce qu'il y a une volonté de parler aussi de désenclavement un peu différemment? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est ce que je disais moi d'ailleurs tout à l'heure en introduction, c'est pour dire que ça ne va pas, qu'il y a des problèmes, qu'il y a même des morts parfois sur le fleuve à cause des difficultés de transport. Vous abordez tout ça, tous ces problèmes frontalement dans votre projet, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une vision désirable et positive de ce à quoi la Guyane pourrait ressembler si elle était totalement désenclavée. Exactement. Alors, il y a ce projet est le fruit d'une conférence de presse. En février 2024, dans un hôtel de Cayenne, on convoque nos partenaires, on convoque la presse et on dit nous amenons le combat au niveau national. Oui. Et à partir de ça, on se dit, bon, aller au niveau national, c'est bien. Des délégations par dizaines, par centaines, depuis les décennies passées, ont toujours été sur Paris. C'est dit, non, il faut qu'on se mette la barre haute. Parce qu'en fait, on imaginait ces rencontres entre juillet, août, septembre. Il y a eu la dissolution, mais ça nous a pas empêché de continuer à travailler. On a travaillé pour pouvoir débarquer avec un projet qui effectivement relate les difficultés, relate les complications, les carences, ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait pu être fait. Mais également, et très largement, on a voulu dire, la Guyane, c'est pas un cimetière, quoi. La Guyane, c'est pas un garage. La Guyane, c'est pas un truc négatif. Nous ne sommes pas pessimistes. Et dans toutes nos rencontres, même dans nos copiles, on n'a jamais voulu laisser cette idée de dire, bon, c'est fini, c'est le dernier combat, ici on n'obtient rien, on met le feu. Non, c'est toujours de dire, écoute, on peut le faire en partenariat avec l'État. Pourquoi? Parce que la Guyane étant française, la Guyane étant incorporée de gré ou de force dans l'Europe, on ne peut pas se permettre de dire, ben, une fois que je suis à Roissy-Charles de Gaulle, la modernité, la vie, les possibilités. Et une fois qu'on arrive en Guyane, on oublie complètement que la Guyane a un statut administratif. La Guyane a une réalité, la Guyane est département. La Guyane est une collectivité au sein de la République. Et ce projet ne voulait pas juste dire, c'est pour ça que dès que le président a parlé de pistes améliorées, on n'a pas critiqué, mais on a dit, le collectif ne s'inscrit pas dans une piste améliorée. On n'a pas dit que ce que le président a dit n'était pas bon. Là, vous faites référence aux déclarations d'Emmanuel Macron lors de son dernier déplacement, en mars 2024. En disant qu'on n'est pas contre, c'est pas mais on ne se réjouit pas. Parce qu'en 2024, pour un territoire français, un territoire qui fait briller la France à l'international, que ce soit par l'or, par le poisson, par la forêt, par le spatial. Ce n'est pas possible qu'on dise au président, vous avez raison de parler de pistes améliorées. Et pourquoi est-ce qu'on s'est insurgé contre cette déclaration? C'est parce que on n'a pas été reçu. Parce que si nous avions été reçus par le président de la République ou ses proches
avant cette venue ou pendant cette venue, on lui aurait clairement dit, certainement on n'aurait pas eu ce dossier de 180 pages, mais à l'époque on avait peut-être 70, 80 pages, on lui aurait dit, président, c'est pas cette déclaration qu'il faut faire. Qu'on dise on va essayer de commencer par là, mais pas l'État français, la France qui dit, ce qu'on a à vous proposer. C'est un cadeau que nous allons vous faire. Voilà, Oui. et quand la ministre elle vient, elle rajoute une couche en disant, mais j'ai même trouvé parmi vos élus qui m'ont dit, c'est déjà bien. On a dit non, ça ne peut pas être déjà bien. Quand on commence par là, demain, on ne sait pas comment on fera, mais on doit partir sur le fait de dire c'est un projet positif, durable, vertueux, mais aussi international. Parce que la Guyane sera visitée par quiconque. Et on voudrait pas que les gens en arrivant disent quand j'ai été en Martinique, quand j'ai été à la Réunion, quand j'étais à la Bretagne, quand j'étais en Corse, ça c'était un territoire, mais en Guyane c'est l'aventure. Non, la Guyane en mérite et c'est pour ça qu'on l'a travaillé. Je pense que vous l'avez dit. Au-delà de le dire, on l'a formalisé dans un dossier. Aujourd'hui, ce sont plusieurs chapitres que les personnes peuvent lire et voir comment nous déclinons. En reprenant ce qui a été fait dans les copiles, dans les assises, etc. Alors justement, on va rentrer dans ce projet Aldo Neyman, étant donné que pour l'instant il n'est pas encore public, hein, c'est bien ça? Quand est-ce qu'il le sera d'ailleurs rendu public? Alors pour l'instant non, puisqu'on veut vraiment être sûr que voilà, par exemple il y a quelques coquilles, etc. Bon, donc on travaille. C'est vrai que nous on a j'aime énormément travailler avec Philippe Descamps parce que il a ce souci de l'excellence. Il a ce souci de l'excellence et effectivement dans le collectif ce sont beaucoup de personnes qui ont été obligées de quitter la Guyane à un moment donné. Bon, moi, j'ai jamais quitté la Guyane en tant que telle, mais par mes fonctions de conseiller national au niveau de la jeunesse, d'accompagnateur de jeunes dans le cadre du projet européen jeunesse, j'étais amené à voyager dans l'Europe presque une fois par mois, donc la Scandinavie, etc., les pays de l'Est. Et donc, ça nous a permis de voir, et il y a ce souci de l'excellence. Donc, si ce n'est pas encore en ligne, puisqu'on favorisera la version en ligne, parce qu'on peut pas parler d'un projet vertueux et faire 150 copies, 10 000 copies, donc les gens pourront, et premièrement nos partenaires. Oui, voilà. donc accessible, gratuit aussi, je suppose, pour voilà. que tout le monde puisse le lire. Voilà. Mais d'abord les partenaires, par exemple oui. la CTG, les médias, les parlementaires, etc. Donc on l'ouvrira d'abord dans un premier temps aux partenaires, ceux qui ont travaillé pour que ce projet soit possible, oui. Et ensuite à toute la population. Alors le cœur de ce projet Aldo Neyman, du coup, ce sont entre autres les solutions que vous avancez. Il y en a deux, une grande boucle et une boucle centrale. C'est deux itinéraires différents pour désenclaver la Guyane. Déjà, pourquoi deux propositions ? Alors parce que ça fait partie de prendre les choses avec une vision géopolitique. Oui. C'est-à-dire que dans le monde, il n'y a rien qui se fait sur la base d'un projet unique. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, mais on ne sait jamais ce qu'on aura sur son chemin, puisqu'il y aura la notion des réalités telles que l'argent, c'est le nerf de la guerre, il y a des considérations technologiques, peu importe. Et donc, on s'est dit, voilà, si on a ça, c'est très bien. Mais si on a ça, c'est excellent. Parce que l'idée de cette grande boucle centrale, c'est de permettre à ce que depuis chacune des 22 communes, on soit à peu près à 30 kilomètres de ce grand périphérique qui permet d'aller où on veut. Oui. C'est-à-dire qu'on part, par exemple, de Camopi, à peu près 30 à 50 kilomètres, on arrive au niveau de cette grande boucle et en fait la personne décide d'aller où elle veut, peu importe que ce soit pour l'administration, pour le commerce, pour le tourisme, pour aussi la surveillance de la forêt amazonienne, parce que ce projet de désenclavement intègre le fait que nous devons protéger cette forêt et la conception et ce qu'on a actuellement ne permet pas de le faire. Donc cette grande boucle, c'est le projet entre guillemets historique du collectif Apache dont vous parlez maintenant depuis quelques années. Pour quelles raisons ? Et surtout, est-ce que vous pourriez présenter du coup ce deuxième itinéraire qui est pour le coup totalement novateur et que je n'avais jamais vu ? Il faut imaginer une espèce de boucle centrale, d'ailleurs c'est comme ça que vous l'appelez. Exactement. En plein cœur de la Guyane. En plein cœur de la Guyane. Et c'est vrai que quand on regarde au niveau d'une image, ça paraît grand. Oui. Mais vu d'en haut, ça sera juste comme un petit tracé, puisqu'une route c'est pas tant que ça. Mais l'idée, c'est déjà de révolutionner complètement la vision et la pratique de la Guyane, que ce soit pour l'État, pour les collectivités,
pour le citoyen, pour le chef d'entreprise, parce que tout simplement, je reviens sur un exemple. Le parc amazonien de Guyane, aujourd'hui, il est inaccessible, sauf par les forces de l'ordre, ou à grand coût d'argent, parce qu'il faut y aller en hélicoptère, et on ne parle même pas de la sécurité. Imaginez-vous que demain, ça peut devenir un parc avec 4 thèmes spécifiques, parce que la CCOG peut gérer sa partie. En fait, le parc peut être géré en tenant compte des réalités de la CCOG, des réalités de la 3CL, des réalités de l'Est, des réalités de la CCDS. Et en fait, ça permet vraiment de hisser, et on l'a mis dans le projet, de hisser la Guyane au carrefour de l'excellence mondiale. C'est-à-dire qu'une personne pourrait revenir en Guyane des dizaines de fois en disant mais je découvre un autre type de... C'est le parc, mais je découvre... Et ça, c'est de l'économie. Ça, c'est de l'économie verte, c'est de la technologie. Ça amènera un tas de choses, en fait. C'est la solution que vous préférez au sein du collectif Apache, cette boucle centrale. Clair, pour quelle raison? Tout simplement parce qu'écologiquement parlant, ça permet... Imaginez-vous, dans le projet par exemple, de la première... boucle, oui. Pour partir de Maripasoula à Camopi, par exemple, c'est pas si simple que ça. Pour quelqu'un qui est à Wanari, de venir à Grand Santi, ça sera pas si simple que ça. Même pour quelqu'un qui est, je prends l'exemple à Patou pour aller à Saint-Élie. Tandis qu'avec l'autre... Si on continue d'avoir du coup une route, la route du littoral, puis ensuite la route du fleuve jusqu'à Maripasoula, Maripasoula, Camopi via Saül et ensuite Bélizon-Cayenne. Voilà, ça c'est la grande boucle. Voilà, parce que le premier projet proposé, c'est de dire Maripasoula est relié à Cayenne, Maripasoula est relié à Saint-Laurent. Mais Saint-Laurent est déjà relié à Cayenne. Donc finalement, ça boucle la boucle. Voilà. Mais l'autre projet, cette grande boucle centrale, oui. D'accord, ça permet véritablement de revoir la Guyane différemment. Parce que c'est vrai que ça on peut dire, et l'argent. Mais comme on l'a dit récemment, peu importe celui qu'on valide, et que par exemple l'État nous dit chiche pour le projet le plus ambitieux, on trouvera l'argent. Parce que derrière, ce sont des milliers d'emplois. C'est le foncier qui baisse. C'est un jeune de, je ne sais pas moi, d'Awalay Alimapo qui se dit je veux m'inscrire au lycée de Maripasoula. Voilà, c'est tout change. En fait, la Guyane qu'on connaît aujourd'hui ne sera plus la même Guyane à partir du moment où on acte l'un ou l'autre de ces projets. Et il n'y a plus d'hélicoptères d'urgence pour amener les enfants à l'école ou en cas de Il faudra forcément, parce que la Guyane, elle est tellement grande, parce qu'on ne s'imagine pas la grandeur de la Guyane. Mais ça sera du ponctuel, ça sera de l'exceptionnel. Oui. Tandis qu'aujourd'hui, c'est la norme. Vous vous rendez compte, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, mais quand moi j'ai vu les images de l'hélicoptère qui emmenait les enfants, ils n'étaient pas encadrés. Et ils étaient dans un hélicoptère fait pour transporter un personnel professionnel formé par l'armée. Ouais. Mais nous, on va dire, mais oui, mais ce qui compte, c'est qu'ils puissent aller à l'école. Oui, mais voilà, et le traumatisme que ça peut créer, et même à l'international, je veux dire, ça se fait plus. Donc, l'idée pour nous de ce projet, c'est non seulement de dire, quand les gens payent une bouteille de gaz à 100 € quelque part en Guyane, quand les personnes meurent, parce que nous, l'année dernière ou même cette année, on a eu le témoignage d'un ami Wayana qui a dit, mais on a eu une maman qui est morte parce qu'il n'y avait pas d'hélicoptère pour l'héliporter vers Cayenne. Donc l'accouchement s'est fait, mais la maman n'a pas survécu. Et ça, ce sont des choses pour lesquelles nous voulons lutter, que les prix baissent, que les Guyanais que nous puissions circuler librement sur le territoire, et voilà, que l'enclavement ne soit plus comme une épée Damoclès sur notre tête. Alors les prix et l'argent justement, Aldo Neyman, vous avez commencé à en parler déjà sur ce que vous appelez la grande boucle. Donc je le rappelle pour celles et ceux qui auraient pris l'interview en cours, c'est un réseau routier qui comprendrait un axe le long du Maroni entre Apatou et Maripasoula, ce qu'on appelle la route du fleuve, plus Maripasoula, Cayenne en passant par Bélizon et enfin Saül Camopi. Vous avez fait plusieurs estimations financières, une basse, une moyenne et une élevée. Pour quelles raisons, Aldo Neyman, il y a ces différentes estimations-là? On passe de 600 millions à 1,8 milliard à peu près. Voilà. Alors, quand nous avons travaillé avec des équipes des personnes qui soutiennent le collectif, oui. ont travaillé de manière très très sérieuse sur
un projet de route que le Conseil général voulait lancer à l'époque entre la RN2 et Saïul. Ouais, avec un travail notamment de Fabien Canavi. Exactement. Et en fait, le collectif a toujours eu l'ambition de s'inspirer de ce qui se fait, pas de partir et puis quand tu arrives devant des spécialistes qui disent mais c'est pas possible, ça se fait même pas, je veux dire réglementairement parlant. Donc il y avait une première estimation d'une route praticable, ce que Emmanuel Macron appelle une piste améliorée. Ouais. Ensuite, une piste plutôt bien, mais qui ne serait pas utilisable toute l'année, et une vraie route qui serait utilisable toute l'année, un peu comme celle de Cayenne-Saint-Laurent, Cayenne-Saint-Georges, etc. Et nous nous sommes rendus compte que on se devait, si on parle d'excellence, de faire des estimations. Alors, on a travaillé et on a retrouvé certains sites très spécialisés qui aujourd'hui peuvent dire selon tel type de terrain, ça sera plus ou moins ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de correctif. Donc, et des prix qui sont applicables ici en pleine Amazonie guyanaise. Alors, symboliquement, nous disons depuis des décennies, 1 kilomètre de route en Guyane est égal à 1 million. D'accord. Mais en réalité, pourquoi disons-nous ça? Parce qu'on n'a jamais désenclavé. On n'a jamais désenclavé. Je prends le cas d'Apatou. Quelqu'un va me dire, oui, mais collectif Apache, il y a eu le désenclavement vers Apatou. Mais qu'est-ce que Monsieur Karam a reconnu? N'ayant pas les partenaires qui auraient dû accompagner le projet, on a dû faire avec ce qu'on avait, c'est-à-dire avec nos fonds propres. C'est-à-dire que si, en réalité, ça n'avait pas été fait que sur les fonds propres de la région de l'époque, ça ne représenterait pas 1 million le kilomètre. Et donc, nous, on s'est dit, on part sur le fait de dire 1 million le kilomètre, mais pourquoi pas 1,5 million le kilomètre, et on s'est imaginé aussi 3 millions le kilomètre. Pourquoi? Parce qu'en Guyane, on a cette réalité d'une biodiversité tellement riche que personne ne sait ce qu'on aura à 3 kilomètres. Imaginons que demain, on doit dévier de 20 kilomètres. Parce que tout simplement, on ne peut pas se permettre de détruire une biodiversité qui est unique. Tout simplement, si on part sur 1 million le kilomètre, on se retrouve à dire, finalement, on va faire un pont en bois ou un pont qui ne fasse que 2 mètres au lieu de 5 mètres. Et imaginons, je prends cet exemple basique. On fait un pont qui devrait faire 5 mètres et on le fait à 2 mètres. C'est-à-dire qu'on tue toute l'économie qui pourrait se faire sur cet axe fluvial. Et il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Par exemple, nous avons une RN1 qui a des ponts à une seule voie. Mais on peut pas juger le passé. On peut pas juger le passé. Par contre, il faut tirer les leçons du passé. Se dire, si on doit se battre pour obtenir, grosso modo, 2 milliards, puisque c'est 1,8 milliard, mais battons-nous et en se disant, avec ces 2 milliards, même si ça ne réussit pas, mais on aura au moins une route de très bonne qualité. D'où les raisons finalement pour lesquelles il y a ces estimations qui sont différentes en fonction des scénarios que vous avez pris en compte. Très sérieuses, qui s'appuient sur des personnes spécialisées qui nous ont aidés à travailler ces choses-là. Et pour la grande boucle cette fois-ci, pour la boucle centrale, là vos estimations, elles parlent de plus de 2 milliards d'euros. Exactement. Parce que là, en fait... Parce que plus grand, plus long. Plus grand, plus long. Alors, quand on a travaillé cela, on se faisait la réflexion encore récemment avec le collectif et en particulier avec Philippe Descamps, qui est président de ce collectif. On se disait, mais ça sera inédit, c'est-à-dire qu'on propose un axe routier qui désenclave enfin toute la Guyane. Et chaque sphère de décision peut avoir son mot à dire. Par exemple, si une commune se dit, mais attends, dans mon budget sur 6 ans, par exemple une municipalité, je dois faire 30 km de route pour rejoindre la Grande Boucle, par exemple, la Grande Boucle centrale. Mais vous vous rendez compte, pour une commune, ça devient beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que si tout n'est pas couvert par ce qu'on aura récolté, la CCOG, par exemple, peut dire, écoute, sur mes 8 communes, ça devient beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que là, maintenant, et puis, en fait, on rentre dans d'autres considérations. Parce qu'ils pourront dire, cette route pourra connecter tant de villages qui connectent à la Grande Boucle centrale. Et c'est cette vision-là qu'on veut imposer. Une Guyane qui se projette, une Guyane qui dit, voilà ce que je veux. Après, ça ne veut pas dire que les autres partenaires ne vont pas dire autre chose. Justement là-dessus, Aldo Neyman, est-ce que vous avez l'impression que le plus grand nombre aujourd'hui
rien qu'en Guyane, déjà pour commencer, évidemment, on va reparler un petit peu après de la position que Paris peut avoir par rapport à ce que vous demandez, mais déjà rien qu'en Guyane, et je parle pas que des élus, mais la société civile de manière générale, les professionnels, tout le monde se représente bien aujourd'hui, ce que ça pourrait changer pour le territoire. Alors tout le monde, non. Il faut être honnête. Il y a encore un travail à faire de votre côté à ce niveau-là. Le Guyanais lambda qui peut aller facilement à Macapa, peut aller facilement à Paramaribo, ne peut pas aller facilement à Wanari, ne peut pas aller facilement à Kamopi, ne peut pas aller facilement à Maripasoula ni Grand Senti. Donc... Bon, facilement à Macapa, c'est entre guillemets quand même. Ça, oui, mais ça dépend de la saison. Ça dépend de la saison. Ouais. Mais nous, peu importe la saison, c'est quand même pas facile. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a pu aujourd'hui toucher les syndicats. On a un certain nombre de syndicats et les syndicats sont très bien placés pour comprendre ce que sera le désenclavement et ce qu'est l'enclavement. Par exemple, le syndicat des enseignants. Quand on envoie un enseignant de 25 ans, par exemple, qui commence à peine et on l'envoie, par exemple, à Providence ou à Mofina ou je sais pas moi, à Pidima, des fois, c'est la catastrophe. Si cette personne, elle est en arrêt maladie, des fois, elle peut pas être remplacée, des fois, la personne n'arrive pas à se... Et en fait... Oui, le moindre problème, le moindre souci à chaque fois a des conséquences qui sont extraordinairement compliquées. Et travailler avec des personnes qui sont au fait de ces réalités, c'est-à-dire les syndicats, les collectifs, les transporteurs, et nous remercions monsieur Dominique Mangal, qui est le président et qui a été réélu là. Nous avons pas mal travaillé avec lui. Nous avons aussi travaillé, même si au début on avait été fustigé, mais pourquoi vous travaillez avec les orpailleurs légaux? On a dit, mais attends, mais c'est de l'économie. Vous vous rendez compte, il y a une économie et la France aujourd'hui peut se permettre de travailler ses ressources naturelles puisque nous avons des normes qui sont si contraignantes que même si la personne ou l'entreprise pourrait dériver ou être dans des erreurs, on a de quoi corriger. Et en fait, on a aujourd'hui pu travailler non seulement avec les élus majeurs, mais également avec chaque commune où on est passé, à travailler avec les collectifs, les syndicats, les certains groupements de professionnels, et nous pensons qu'au fur et à mesure, nous allons descendre jusque vers le Guyanais lambda. J'aimerais qu'on aborde un point, Aldo Neyman, dont on parlait d'ailleurs juste avant d'entrer en studio, le fait d'avoir une nouvelle réflexion sur la route, les routes de manière générale. Là, on parle de la Guyane de l'intérieur depuis tout à l'heure et de votre projet de désenclavement. Mais si on regarde par exemple la route du littoral entre Cayenne et Saint-Laurent, ça manque d'air, de stations-service, d'aménagement le long des routes, et vous me disiez que non seulement il faut désenclaver la Guyane, mais il faut qu'on ait une nouvelle vision finalement du transport à l'échelle de tout le territoire. Est-ce que vous pourriez repréciser un petit peu ce point-là? Bien sûr, quand on parle de désenclavement, en fait, il faut se dire que c'est de l'ouverture à nous, mais c'est de l'ouverture également aux autres. Oui. D'accord. Prenons un exemple que tout Guyanais et toute Guyanaise peut comprendre. Il y a un entrepreneur guyanais qui propose du tourisme vert. Il a des clients aisés, australiens, japonais, juste pour caricaturer, sud-coréens, des gens qui sont capables de dépenser. Oui. Et j'avais un ami qui me disait, il y a des gens qui sont prêts à mettre jusqu'à 5 000 € pour une semaine. Et il y a un entrepreneur de Guyane qui arrive aujourd'hui, par exemple, en disant, écoute, je vais développer quelque chose à 5 000 € la semaine à Apatou. Il y a la route, c'est désenclavé. Ben, imaginez, il a 120 touristes qui arrivent. 2 bus de 60 places les récupèrent à l'aéroport. Et puis, faisant la route, pas de station de service, pas de toilette, pas de cafétéria, rien, pas de boutique de souvenirs. Mais, ok, la personne arrive à Apatou, tout est extraordinaire, tout est waouh. Mais aujourd'hui, la personne pourra écrire en disant c'était cool, tout était waouh, l'aéroport, Apatou. Par contre, entre les deux, c'était terrible. Il n'y avait pas de toilette, il a fallu... Aujourd'hui, c'est devenu commun. Il faut payer un restaurant dans un bourg, 1 € ou 2 € pour aller aux toilettes. Mais ça veut dire que cette réflexion-là, on doit non seulement la renverser, mais démontrer le contraire dans les nouvelles routes de désenclavement qui vont venir. C'est pour ça qu'on a des cartes, par exemple, qui représentent des stations-service, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir désenclaver toute la Guyane, puisque le désenclavement ne peut pas
ne pas inclure la RN1 et la RN2. Loin du coup, très loin même de la piste améliorée dont avait parlé Emmanuel Macron il y a moins d'un an quand il était venu en Guyane. On en a parlé un petit peu en début d'interview. Il y a eu des déplacements du collectif Apache à Paris, des rencontres avec le cabinet du ministre des Outre-mer, celui des Transports, des personnels politiques aussi, notamment les Verts. Qu'est-ce qui a été dit et est-ce que vous avez senti, Aldo Neyman, une oreille attentive de leur part quand vous arrivez avec ce projet-là de 180 pages? Alors, avant même le projet de 180 pages, c'est déjà ce que le collectif défend en permanence. Et ce que nous défendons, et nous n'arrêterons jamais de le dire, ce sont toutes les communes et tous les bassins de vie qui subissent au quotidien l'enclavement. Cet enclavement qui va jusqu'à tuer et tuer régulièrement. Et je pense qu'une des premières choses qu'on fait en introduction, c'est de rappeler que sur le territoire français, au sein même de la République, il y a un territoire qui s'appelle la Guyane, qui fait la taille du Portugal, on n'arrête pas de le dire, et qui est complètement enclavé. Parce que enclavé pour celui du littoral qui doit aller dans l'intérieur et vice-versa. Et donc nous leur rappelons, c'est primordial, et nous leur avons rappelé qu'actuellement, d'ailleurs Dominique Voynet nous l'a dit, a dit mais est-ce que ça continue de transporter de l'eau par avion? A dit ben oui, ça continue malheureusement, c'est-à-dire que même l'eau que les gens doivent boire doit transporter par avion. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne s'est pas encore rendu compte qu'il faut désenclaver. Et dans chaque ministère où on est passé, puisqu'on a eu la chance, c'est la deuxième fois en 24 mois qu'on a le privilège de rencontrer en personne le ministre du Transport, c'était Monsieur Beaune à l'époque. Là, on a rencontré l'actuel ministre du Transport, et en fait, on leur rappelle la situation de toute la Guyane. Et cette situation est d'autant plus prononcée plus on va vers l'intérieur. D'ailleurs, sur le projet... Mais on en est où, Aldo Neyman, de ce travail, de lobbying, justement, pour essayer de faire en sorte que ça aboutisse? C'est ce cadre que je posais pour dire que la première des choses, parce que moi, je me rappelle quand Philippe Descamps est parti voir Monsieur Beaune, dans un groupe, on nous a dit, vous avez obtenu combien? Mais non, le tout, ce n'est pas ce qu'on obtient, c'est qu'est-ce qu'ils disent, quel est le reçu et notre ressenti. Et donc là, c'est parti pour dire, je suis prêt à travailler avec vous. J'en parle avec mon chef de cabinet, j'en parle avec le ministre Intel, je regarde ce qui est faisable. Vous savez, quand on arrive dans un ministère et qu'un ministre te dise, ou dise au collectif, quand je dis te dise, mais au collectif, disent, n'allez pas communiquer en disant qu'on commence lundi. C'est-à-dire que... ça prendra du temps, il faut... Voilà, mais je veux dire, on sort de là en se disant... c'est pas lundi, mais c'est peut-être jeudi. On se dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent en disant, ça va pas être facile. Voilà, parce que budgétairement parlant, internationalement parlant, il y a des choses qui ont changé. Mais par exemple, quand on a vu les écologistes, quand on a vu Madame Tondelier, nous, ça nous a beaucoup touché qu'elle nous dise, mais vous savez, quand je regarde les 180 pages, je fais être rapidement, j'ai l'impression que vous venez vous excuser de devoir désenclaver. Vous savez, c'est touchant. Dire, mais il dit, mais c'est vrai qu'il y a des territoires qui sont moins vertueux et qui ne se gênent pas de pousser à bout les intérêts de leur développement. Et vous n'avez rien, parce que bon, ils ont de très bons relais ici, et nous saluons Philippe Ménard, et elle nous dit, mais j'ai l'impression que vous êtes presque en train de vous excuser de devoir vous désenclaver. Mais c'est que les gens reconnaissent que ça suffit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau national, il y a de plus en plus ce cri qui s'élève et qui dit, ce n'est plus possible. Quelque chose doit se faire. Et une autre phrase qu'on a entendue dans un ministère, c'est de dire, mais vous êtes légitime de défendre votre désenclavement. Dernière question, Aldo Neyman, vous parlez également d'une conférence pour le désenclavement total de la Guyane. C'est quoi exactement? Ce sera où? Ce sera quand? Et ce sera pour dire quoi exactement? Alors, cette conférence, probablement avec toutes les avancées qu'il y a là, va s'enrichir, va s'étoffer, mais c'est tout simplement rappeler que dès février 2024, quand le collectif a communiqué sur le fait qu'on porte le combat vers le national, l'idée c'était d'avoir des élus actuels,
des élus du passé qui ont travaillé. Par exemple, vous savez que Madame Ségolène Royal est à l'origine des parcs du Sud qui a donné lieu au parc amazonien de Guyane. Et je rappelle à la Guyane qu'à l'origine, il était question de parcs alliant économie et protection de la biodiversité qui a évolué vers un parc totalement sous cloche. Et donc, cette conférence, probablement, que si on peut la réaliser cette année ou l'année prochaine. En Guyane ou à Paris? Alors, ça sera à Paris. Ce sera à Paris. Parce que nous voulons toucher des personnes qui ne pourront nous consacrer que 2 heures, que 3 heures, qu'une journée de travail. Et probablement, nous croyons que ça va rassembler des financiers également. Le projet Apache pour une Guyane totalement désenclavée, on aurait eu besoin d'1 heure de plus, voire 2, voire 3 pour arriver à tout dire. Allez-y, un dernier mot rapidement. Petit détail, ouais. J'ai eu Philippe Descamps ce matin, donc on a encore échangé, et il me disait, Aldo, bonne nouvelle, il a commencé à pleuvoir et ça fait plus de 3 heures qu'il pleut. On ne dit pas que forcément ça va changer les choses, ouais. Mais c'est déjà positif. Si ça améliore de 30-40 cm, ça sera déjà un gros soulagement pour les transporteurs, les professionnels et la population. Merci encore Aldo Némoine d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, ce projet n'est pas encore rendu public, il le sera prochainement. Et évidemment, on en parlera à nos auditeurs dès qu'il sera mis en ligne. Merci encore, très bonne journée. Merci beaucoup à vous et force à Radio Pays. Parce que franchement, vous nous avez, dès le départ, toujours accueillis avec générosité, permis de mettre, sur la table ce projet pour toute la Guyane et donc nous vous sommes reconnaissants.